Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle émission de la saison 2 de Parcours de vie et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer, mais vraiment une immense chance, d'interviewer Emilien Dangui qui en fait est surtout connu sous le DJ Cosme et ça fait très longtemps qu'on se connaît et que tu mixes toi. Et on s'est rencontrés, je crois que ça devait être en 2015 ou 2016. Tu mixais, je t'entendais mixer tous les jours à ce moment-là, mais tellement. Et moi, je faisais du bordel de mon côté, mais toi, tu avais dans le premier arrondissement à Lyon et tu jouais toute la journée. Des fois, tu avais les basses. Moi, j'adorais ça. J'ai toujours aimé beaucoup la techno et le redondant dans les basses, sans doute parce que je suis un peu actif et que ça me plaît bien. Et que je t'entendais jouer tout le temps. Et un jour, donc, on se voit sur le palier, on discute, tout ça. Puis à un moment, tu viens en disant, bah viens, faut qu'on parle. Et là, on attaque les conversations sérieuses. Je me souviens un jour. Et je t'avais déjà un peu découvert et là je t'ai découvert et j'ai découvert tout ton univers qui est quand même fantastique et on s'est accompagné parce que c'est vrai qu'on s'est accompagné, on y reviendra, je te dois beaucoup pour un moment, on en reparlera plus tard et on s'est accompagné pendant plusieurs années et je t'ai jamais vraiment quitté, je te regarde toujours de loin ton évolution et tu as fait des trucs fantastiques. Donc ça c'était notre début il me semble, hein. Toi tu te rappelles comment cette rencontre? Bonjour Olivier. Bonjour Emilien. Ouais, en fait, on était voisins, c'est ça, Ouais. c'est ça l'information. Si tu l'as pas dit, mais je pense que ça fait bizarre si on ne le dit Ok. pas. On était voisins, donc bah, moi, c'était une période de ma vie assez incroyable où je mûrissais mon art et je continuais justement. J'avais fait des choix dans ma vie où je m'étais écarté de la carrière professionnelle classique et je m'étais vraiment lancé dans la musique. Du coup, c'est vrai que je m'exerçais beaucoup à la maison et que, étant donné que tu étais mon voisin, que tu profitais de manière continue et pas directe, indirecte de ce que Oui. je faisais. Et j'avais beaucoup de chance que tu appréciais ça. Ah mais tellement, vraiment. Et voilà, toi, c'était plus chez toi, je me souviens, un atelier de bricolage, parce que tu es, voilà, il y avait tous les un spectacles, bricoleur, ouais. un touche-à-tout. Et Et je me souviens, oui, bien sûr, encore très bien de notre rencontre. C'était une personne assez intense, un peu comme moi. Et du coup, c'est vrai qu'on a échangé sur beaucoup de plans et on s'est connecté sur beaucoup de choses. Voilà. alors toi, tu es DJ, tu as une passion de la musique depuis tout petit. Alors toi, tu m'as raconté que, mais tu vas nous le faire en détail, que tu es né dans la Nièvre à Decize, il me semble, et que tu as grandi là-dedans. Et un truc fascinant que tu me racontais, c'est le kangou et la sono mobile, enfin la sono, quand tu étais petit, t'embarquais. Mais vas-y, je te raconte parce que c'est fascinant cette période-là. En fait, je viens d'un village de la campagne et j'ai toujours été fasciné par les discos mobiles. À l'époque, c'était ça. Dans les villages, il y avait des mecs, il n'y avait pas vraiment de boîte de nuit, il n'y avait pas vraiment d'établissement établi avec un gros sound system. Donc, c'était des discothèques mobiles. Donc, les mecs déplaçaient souvent dans des gros camions, des énormes sonos. Et gamin, j'étais fasciné par ça. Dès qu'il y avait une fête de village, moi, c'était plus l'aspect matos. Et je me demandais toujours ce que faisaient ces mecs, comment ça se passait, comment ils passaient la musique, la lumière et tout. Et fin du collège, au début du lycée, avec un copain, on s'est vite passionné de ça. On a eu la chance d'avoir dans mon village un centre social et il y avait un directeur de ce centre qui était fraîchement arrivé, qui voulait un peu dynamiser le village, qui nous a aidés à monter des projets et à acquérir du matériel. Et on a très vite tourné et fait des fêtes de village. Et déjà à l'époque, j'étais passionné de musique électronique et de techno. Du coup, on faisait des fêtes techno. Donc là, on est en 96-97 dans mon village, donc, ce qui était un peu improbable. Et c'était assez bien accueilli, les jeunes adoraient, les jeunes de mon âge. Et du coup, ton histoire de camion kangou, c'est qu'après, dans le fil de ça, c'est que j'ai commencé à faire d'autres soirées, à jouer, parce que j'avais envie de jouer. Du coup, je faisais tout ce qui s'offrait à moi. Donc, je jouais à la choucroute du foot, je faisais des mariages, des anniversaires, je faisais plein de trucs comme ça. Et mon père, étant menuisier de métier, avait un kangou, effectivement. Et donc, à l'époque, c'est lui qui m'emmenait la nuit avec tout le matos dans le kangou et il m'emmenait jouer parce que j'avais pas le permis, j'étais hyper jeune.
Et pour pouvoir un peu faire tout ça, et ça me rapportait aussi de l'argent. C'est comme ça aussi que je me suis mis dans la vie active. Et pour pouvoir un peu vivre de ma passion. Et surtout, ça m'a permis d'apprendre, d'avoir le. Même si je faisais alors je parlais un peu de ces fêtes, anniversaires et tout, qui n'étaient pas dans ma couleur musicale, ça m'a appris d'avoir le sens de la piste. Tu vois, de pouvoir mobiliser, créer une énergie, créer des atmosphères, lire ce qui se passe sur un dance floor. Ça m'a énormément appris ça. Et c'est à cette époque-là que tu commences à collectionner les vinyles ou pas? Ouais. Il me semble, parce que tout ce que vous avez derrière là, ça c'est une partie seulement de ta collection, je sais parce qu'on l'a transporté. C'est ça. Et c'est vraiment fascinant parce que tu as un panel qui remonte à des années, enfin aux années, même aux premières années en fait, et même dans les années 80, enfin tu as plein de disques jusqu'à maintenant. Et ce qui permet effectivement d'avoir tout ce regard sur la musique. Alors après tu choisis certaines musiques, tu me racontais à un moment aussi que tu écoutais au téléphone, je crois, c'est ça hein. Alors ça, c'était... j'avais des potes qui avaient un magasin de disques à Dijon. Parce qu'après, bon, j'ai fait mes études à Dijon dans la continuité si on remonte le temps. Ouais. Je suis parti à Dijon et là-bas, Dijon, c'était une capitale de la musique électronique parce qu'il y avait un club qui s'appelait l'Enfer, qui était encore ouvert quand j'ai fait mes études. Il a fermé en 2000. Et Garnier y a été résident, il y avait toute la crème des DJ américains qui venaient jouer, les Jeff Mills, Derrick May, les Robert Hood, toute cette clique-là allaient jouer à l'Enfer. Et donc j'ai pris une claque, moi là. Oui. J'ai pris une claque, ça m'a encore ancré encore plus dans la musique et dans les directions que j'avais prises. Et voilà, si je peux dire ça comme ça, l'enfant rêveur qu'il y avait en moi a dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais, donc à ce moment-là, on a lié un pacte et l'adulte en devenir a dit à cet enfant rêveur ok, on va aller là-dedans. Et du coup, voilà, ça a ancré un peu plus fortement ma passion. Et puis donc l'histoire du téléphone, c'est je m'installe à Dijon, je fais mes études là-bas. On y reviendra juste après. Ouais. Je me fais plein de potes et j'ai des potes qui ont un magasin de disques. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Waouh! Et oui, il y a eu une époque sans Internet. Waouh! Et donc, tu avais un téléphone avec un fil? Il y avait un téléphone avec un fil, avec un gros fax. Donc, on recevait des listings de disques par fax. Ouais. On regardait, donc on épluchait déjà les noms. On disait putain, il y a un tel qui a ressorti un disque, machin. Et pour pouvoir avoir un peu une couleur de la musique, on appelait le distributeur et le distributeur au téléphone nous faisait écouter les plaques. C'est incroyable. Et on disait oh celui-là il est bien, on en prend 10. T'as joué en club à ce moment-là quand tu étais à Dijon ou pas? Je commençais à faire des soirées, ouais. Je jouais pas mal dans les soirées étudiantes. Il y avait beaucoup de soirées étudiantes, c'était les soirées qui regroupaient le plus de monde. Ils recherchaient des DJ. Mes premières grosses scènes, c'était des grosses soirées étudiantes, ouais, de 1500, 2000 personnes. Parce que moi, je t'ai vu beaucoup de fois jouer et il y a quelque chose qui te caractérise, c'est vraiment l'énergie que tu donnes et l'osmose avec le public. Ça m'a toujours fasciné. Dans chacun de tes sets, tu sens les gens. En fait, tu sens l'ambiance, c'est très particulier et tu t'adaptes à eux. Et quand tu sens une petite baisse, c'est toi qui te remets en scène avec une énergie mais tellement hallucinante. Ouais, et tu arrives à les mener sur des trucs, mais vraiment sur un groupe qui se sent formidablement bien. Parce que c'est vrai que quand tu danses en techno, je l'ai remarqué souvent, enfin dans les rêves, etc., c'est souvent seul en fait avec toi-même. Et après, quand tu rencontres les gens, ça crée quelque chose. Mais c'est vraiment au début une musique qui me semblait toujours unique. Enfin, tu sais, tu avais une unicité de la techno et c'était vraiment le groupe qui faisait ce corps-là. Et toi, tu arrives à le fédérer. C'est un truc fascinant. On va parler études 2 secondes parce que c'est chez toi. J'aimerais bien parler de ce dont tu m'as parlé. Plus, on est parti pour 4 heures. Vas-y, Michel. Non, parce que c'est vraiment le cœur de ma passion. Alors, je trouve qu'on touche à quelque chose là qui est essentiel pour moi. Ouais, moi j'ai une vision qui est un peu old school en fait de mon métier. C'est ce que on l'a touché du doigt tout à l'heure. C'est faire danser des gens, créer une harmonie, une alchimie. Et puis il y a quelque chose qui est très vibratoire pour moi dans la musique. C'est quelque chose qui me fait me sentir en vie,
qui me donne envie de partage, d'aller vers l'autre. C'est une connexion qui est incroyable. Même encore aujourd'hui, pour moi, cette vibration, elle est encore intacte. Et j'essaye de la préserver et de la muscler au quotidien en jouant, en écoutant tous les jours de la musique. Et effectivement, cette énergie, je suis toujours assez. À chaque fois, je prends une baffe de voir comment l'être humain peut se connecter sans parole, sans téléphone, juste en vibrant à l'unisson. Ben, les anciens enfin, rites, les anciennes chansons tribales, tu sais, qui font vibrer. Et c'est ce truc qui remonte à tellement loin dans l'humanité. Ouais. Et c'est fascinant, tu le recrées. Enfin, Ce truc-là, je suis arrivé là-dedans. C'est quelque chose que j'aime faire, qui m'anime. Il y a d'autres métiers qui sont un peu où on retrouve un peu ça. On parlait tout à l'heure en off de coaching, de formation. On crée aussi une dynamique comme ça. C'est aussi mon ancien métier, mais il y a d'autres métiers que celui de DJ où il y a le théâtre, le spectacle vivant. Le spectacle vivant, voilà, où on retrouve cette synergie. C'est fascinant. C'est fascinant, justement, où en plus on est à une époque où parfois la société divise beaucoup. Oui. Et mon métier, je l'ai toujours trouvé comme essentiel par rapport à par rapport à cette dimension-là. Je comprends bien. Et justement, là, dans toute cette période de Covid dans laquelle qu'on a traversé, où il y avait eu cette distinction entre les métiers essentiels et non essentiels. Et je me suis retrouvé dans la cage non essentielle, alors que voilà, avec tout ce que je viens de dire, pour moi, on est l'essence. On touche à l'essence de ce qu'est l'être humain, ce qui devrait être les relations humaines, en fédérant, en dépassant toutes les animosités. Et c'est vrai que la musique permet, enfin la musique ou la danse permettent ça, effectivement, je reconnais. Tu me parlais de métier tout à l'heure, c'est un de tes métiers sur le coaching, mais on va y revenir justement par rapport au management. Toi, donc tu finis ton lycée. Ouais. Et après Après, je pars à Dijon. Là, je pars à Dijon, je fais mes études. En quoi alors, à la base, je fais des études de sociologie. Et puis après, Dijon, ça dure quelques années. Et puis, j'arrive à Lyon parce que j'avais des potes ici, puis aussi parce que c'est la musique qui m'amène encore ici, parce que j'avais des défis à relever par rapport à ça. Dijon, c'était bien, mais il fallait que j'aille plus loin. Lyon, c'était une ville en pleine effervescence musicalement. Il y avait une nuit sonore, il y avait plein de choses qui étaient porteurs. C'était les débuts, ça commençait. Donc, naturellement, je suis arrivé ici. Et puis, j'ai continué mes études parce que j'avais cette passion pour la musique, mais j'ai mené de front les deux trucs en fait. Et à un moment, j'ai switché dans la musique, et j'ai fait des études en ressources humaines et en management à Lyon. Ok, et donc après, tu as eu quoi comme job par rapport à Alors ces études? j'étais consultant en management dans un cabinet lyonnais. Ok, et ça s'est passé comment? Je faisais plutôt de l'ingénierie de formation. J'ai travaillé 3 ans pour ce cabinet qui était un très bon cabinet, très bien coté. Voilà, là, on est entre mes 25 et mes 28, 29 ans. Voilà, j'avais décidé en fait, je m'étais structuré un peu comme ça. J'avais défini 3 projets. J'avais un projet alimentaire qui était toutes mes compétences en ressources humaines et formation. Donc, un boulot un peu administratif où je savais que j'allais toujours bouffer avec ça. Mon projet de rêve professionnel, donc c'était le coaching, la formation, l'ingénierie. Donc j'y étais arrivé à 28-29 ans. Et puis mon projet de rêve, c'était la musique, être DJ, quoi, et tourner et de vivre de ça. Donc vu que j'avais fait les 2 premiers, au bout d'un moment, à 28-29 ans, je me suis dit on va aller sur le 3e. Donc j'ai arrêté mon job, j'avais pas 30 ans, mon job de coach, de consultant. Et je me suis lancé à plein temps dans la musique. Ouais, c'est ça. Et voilà. On est à peu près à cette époque, quelle année à peu près? J'avais pas 30 ans, donc on est à 2010-2011. Ok, donc là tu es sur Lyon, tu mixes. En plus, c'est vrai que c'est une période de Lyon, entre 95 et 2005 à peu près, où ça part partout. Il y a plein de musique, c'est vraiment plein de courants qui naissent, effectivement, de la dance, la suite.
Et c'est vrai que Lyon accueille beaucoup, beaucoup d'artistes. Mhm. Et ça, c'est une chance parce que enfin, vous avez tous pu voir, je globalise au sens artiste, toutes les, enfin, ce qu'on appelle les pointures, mais ce n'est pas forcément des pointures, c'est les gens qui venaient d'horizons différents, qui amenaient à chaque fois quelque chose. Je pense à Derrick May, par exemple, je pense à Carl Cox, qui effectivement venait des États-Unis et qui amenait quelque chose qui tapait beaucoup plus. Et tout le monde s'en inspire. Toi, tu mènes ta vie sur quelque chose qui est du mix. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement comme type de mix, toi? Type de mix. Création de musique, comment tu choisis ta musique, enfin, si c'est définissable? Ouais, bah, ma démarche un peu artistique par rapport au Ouais. mix, si on pouvait décortiquer en trois trucs. Ouais. Le premier, c'est le sourcing, donc c'est la manière dont tu sélectionnes la musique. Ça, c'est un travail quotidien de savoir ce qui, toi, te fait vibrer. Les projections que tu as, tu vois, sur le dance floor en disant bah, ça va me permettre. Tu vois, c'est un peu comme un puzzle, quoi. Ouais, j'adore. De se dire bah, ça va être une pièce du puzzle à un moment quand je vais jouer, je vais pouvoir le mettre là. Donc il y a tout ce travail là. Donc ça, c'est des années de culture et puis d'être toujours connecté à ce qui se fait au moment présent, quoi, à une époque, parce que les tendances, bah, ça évolue, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça fait beaucoup l'identité. Je trouve que c'est un truc qui se perd un peu, mais moi, voilà, je suis un peu un DJ vintage, donc. T'adores, tu me fais rire. DJ vintage, tu vois, DJ vintage. Allez, vas-y. C'est vraiment avoir une façon de mixer. Ouais, c'est ça. Et une approche dans le mix en termes de dynamique, de la manière dont tu vas amener les sons. Tu vas créer des tableaux, les enchaînements. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on parle de Derrick May. C'est un DJ qui est très, 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 très dynamique, qui met beaucoup de punch dans ses mix, qui a un éclectisme. Bon, à l'époque, dans les années 90, quand la musique électronique émerge, il n'y a pas énormément de techno ou de house. Du coup, les DJ techno house jouent un peu de tout. Donc, ils jouent du disco avec de la house avec de la techno. Donc, tout est mélangé. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un truc qui m'a façonné et que j'ai gardé dans ma manière de jouer. Oui, tout à fait. J'adore mettre un kick de techno sur un morceau de disco ou de house et ramener des dynamiques qui sont un peu différentes dans les mix. Donc ça, ouais, il y a une personnalité. Pour moi, Garnier a cette identité, a une identité de mix bien particulière, avec des mix très longs, très progressifs, etc. Derrick a son identité. Jeff Mills, lui, c'est un peu j'adore parce qu'il a une manière de mixer. Il prend tous les risques, il te lance des disques, tu dis ça va jamais passer, et c'est très vivant comme mix. Et en fait, hop, il rattrape le truc. Et c'est très organique, j'adore. Voilà. Après dans les DJ plus récents, parce que je cite que des anciens, ça serait bien de citer des jeunes. Il y a des petits jeunes que j'aime beaucoup en ce moment, qui sont à Amsterdam, qui s'appellent Kamal et Massalo. C'est une jeune fille et un garçon très talentueux, qui font aussi de la musique, et pareil, qui ont cette énergie, qui ont cette identité bien particulière dans leur mix. Allez voir. Voilà. Et alors justement, on va faire un peu du décousu, tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai ma trame, tu vois, mais on va faire hop là, puis on va revenir après. Donc les différents jeunes, c'est-à-dire même tous en même temps, tu les côtoies aussi dans une période où tu vas beaucoup au Berghain. Et là, effectivement, c'est un club génial, tu m'en as tellement parlé. Et visiblement, il y a une partie de la musique électronique qui s'y passe. Là-dessus, toi qui connais, toi qui as mixé, je te laisse en toucher un mot là-dessus. C'est un club, j'y ai beaucoup joué, j'ai dû jouer à peu près une douzaine de fois, ce qui est fascinant, c'est à chaque fois que j'y ai joué, je suis ressorti avec quelque chose. Je ressortais énergétiquement, ou j'avais une leçon, je retenais quelque chose de la manière dont j'avais fait ça a été très très, comme on dit, formateur. Alors il y a d'autres clubs, à Lyon, il y a l'Ambassade qui m'a énormément formé. C'est juste. Et le Berghain a été énormément formateur dans le son, parce que j'avais mes bases, passionné de la musique de Détroit, house, etc. Et là-bas, j'ai appris d'autres choses. J'ai vu d'autres choses, j'ai vu une autre énergie. J'ai retrouvé cette ouverture, j'ai retrouvé tout ce qui me faisait vibrer dans la musique là-bas.
un état d'esprit de ouf. Et musicalement, en tant que DJ, ouais, ça vibrait à chaque fois. Enfin, en gros, c'est clair, à chaque fois que je jouais là-bas, j'étais reparti en termes de vibration et d'inspiration pour 1 an, 6 mois, 1 an. Ça remettait de l'huile sur le feu de ouf, quoi. Ah, mais c'est en plus, c'est un club très particulier en fait où tu ne peux pas prendre de photos ni filmer C'est quoi ça, que ce soit. ils ont une politique. Ouais. C'est très très intéressant parce que justement, on est totalement dans le moment présent. Mm. Ça, c'est bien. Il y a une communion entre les gens, la musique, tout ça. Hein. Le fait de ne pas avoir de téléphone, qu'il y ait une porte qui soit très dure, etc. Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on reste sur le sujet qui Merci. est la musique Ouais. et la communion des gens. Et ça enlève voilà, plein de choses qui sont superficielles, qui sont omniprésentes maintenant dans nos Oui. vies. Et on revient à l'essentiel. Ah, mais totalement, je suis bien d'accord La avec toi là-dessus. danse, L'attention que tu portes aux gens. voilà, l'ouverture, l'attention que tu portes aux gens et la musique. Ça part du principe que c'est des passionnés. Donc du coup, quand tu es aussi passionné par la musique, tu veux préserver ton jardin d'Éden, quoi. Ouais. 2010, 2012, 2013, 14, 2015, je fais tout ça, donc tu mixes pas mal, tu t'affines. À ce moment-là, je me souviens, parce que là je fais une interview hyper propre avec toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de hurler partout et de se sauter dans les bras, ouais, mais je suis hyper content quand même. Tu as une grosse barbe rousse. Et tu t'en sers d'ailleurs comme logo. Ouais. C'est ta Ouais, ma graphiste. Ta graphiste, c'est le mot que je cherchais. Ta graphiste qui en fait effectivement une interprétation dans une affiche de Cosmic Adventure, qui doit être effectivement ton premier label, enfin un de tes premiers labels, il me semble. Et ça, pareil, vas-y, ce truc est vraiment formidable. Parce qu'il avait une touche particulière quand même. Vu qu'on a parlé de l'époque un peu consultant et tout ça, en fait, quand je suis sorti de là, il y a eu une mutation. C'est-à-dire, vu que je m'étais choisi en tant que musicien, mon corps s'est aussi approprié ce choix. Clairement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a rien de. C'est pas perché comme truc, ça s'est vraiment produit. Du coup, j'ai la barbe qui a poussé et voilà, j'ai suivi mon instinct, j'ai laissé faire des choses et ma personnalité artistique a pris le dessus. Et effectivement, après, on a commencé, j'avais le label, j'avais mes soirées, etc. Puis avec les gens avec qui je travaillais, on se cherchait une identité. Et en fait, l'identité, elle était là. Et ma graphiste, elle est partie là-dessus, sur le poil, sur la barbe et tout. Et après, on a un peu tourné ça. Et après, c'est marrant parce que des années après, je l'ai déconstruit, j'ai rasé la barbe et on a fait autre chose. Mais, oui, mais parce que tu évolues. Ce qui on est normal, évolue, et tu changes et tout ce qui va avec. Alors 2016, on en est, alors pour ma pomme, je fais juste une petite transition mais qui va m'amener à toi, on en est au moment où je crée l'Énéide parce que j'ai eu plein de heures dans la vie, avec Guillaume qui est justement en train de cadrer et de monter tout ça. Et c'est le moment où je te rencontre, où vraiment on affine notre relation et je te rencontre avec un autre qui s'appelle Aldo Paredes, qui lui est photographe et qui t'a pas mal suivi sur tous tes sets. Ouais. Et on fait un trio qui est plutôt pas mauvais, je trouve. Et il y a une sorte d'énergie, j'apprends beaucoup de vous. En fait, je ne vous l'ai jamais dit. Je vous regarde fonctionner, je prends ce que je peux prendre, je me retrouve dans une sorte de spirale qui me va bien dans mon fonctionnement. Et je vous dois beaucoup à tous les deux parce que je pense que tout ce que je fais actuellement et qui croît de plus en plus, je vous le dois, en grande partie. Non mais vraiment, je dois à plusieurs personnes, donc je dois à Laetitia, je dois à vous, etc. Parce que il y a ce truc où, ce que je disais tout précédemment sur l'énergie, que tu étais capable avec Aldo par exemple de donner, cet entraînement, tout est ouvert en fait. Et c'est une période en fait où je pense qu'effectivement le monde est ouvert, et il l'est toujours d'ailleurs parce que c'est vraiment ce qu'on a dans la tête, en fait c'est ce mindset, et vous me permettez... parce que vous me montrez par cette possibilité du monde de la nuit, alors que j'apprécie beaucoup, mais dont je me détache aussi parce que je sais le monde de la nuit, on sait bien le côté yin et puis l'autre. Vous me permettez de lancer et d'être dans ce mouvement, en fait. Et parce que la danse, c'est le mouvement. Ce que tu crées, c'est le mouvement. Et pareil, c'est de l'art. Et pour moi, tout est interlié. Et 2016, je te vois effectivement évoluer. Donc, tu m'emmènes, tu me fais découvrir plein de choses. Je trouve ça formidable, tout ce que tu fais, les gens que tu me fais rencontrer, c'est-à-dire les grands DJ, tout ça. Je te remercie vraiment beaucoup. Pas parce que c'est une sorte de fan club et ça, mais parce qu'en fait, je vous rencontre des gens. C'est toujours le même principe, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est découvrir comment ils pensent, découvrir leur manière d'appréhender le monde. Et on a de grandes discussions.
sur le canapé dans le premier arrondissement à l'époque à Croix-Rousse, sur le sens de la vie, sur la manière dont tu conçois, en fait, dont tu changes les choses. Parce qu'en fait, on est toujours en construction, ce que tu me disais tout à l'heure, sur une vie entière. Et on en discute en fait longuement, je me souviens, mais de manière très très récurrente. Et ça nous fait grandir tout ce temps qu'on est. Et je te remercie vraiment énormément hein, parce que ouais. Ah ça y est, on est touché. Ah bah voilà, ah bah la ramène plus là. Non, c'est réciproque. C'est touchant en tout cas, merci. Ça va. Ça sera 15 balles. Les relations humaines, pour moi, c'est ça. C'est l'inspiration. C'est le fait d'être moteur ensemble, tu vois, et tu as été sur d'autres plans hyper présent, hyper en énergie, de la même façon, tu vois. Oui, je sais. C'est un échange pour moi. Et si j'ai pu t'apporter ça mais je te remercie. en retour des choses que tu as pu m'apporter, je suis très content. Ah mais oui, et puis te voir évoluer aussi, parce que même si je ne suis pas tout à tout et 7, parce qu'à un moment j'ai mon taf et j'arrive pas, mais je te suis toujours et je vois comment en fait, où tu en étais à tel moment et ton évolution. Ce que j'essaie de faire pour toi, c'est de ne pas regarder tous les jours, tu vois, pour voir comment tu évolues, parce que tu sais, c'est quand on a laissé une période de temps et que tu vois la suite, que tu te dis, ah, il s'est passé tout ça. Donc ça veut dire qu'il a dû faire tel ou tel truc. Toi, parce qu'on axe beaucoup sur ta carrière, mais tu as une vie familiale qui est… Tu as une fille aussi. Qui est super chou. Il y a un moment, j'ai fait d'autres choix aussi, un peu avant le Covid, la paternité, c'est génial. C'est une autre aventure humaine intéressante. J'ai cette super petite fille qui est rentrée dans ma vie. Donc c'est vrai que je me suis un peu plus axé là-dessus. Là maintenant, elle a 4 ans, donc je me remets bien au travail de la musique et de ma passion. Mais c'est vrai que à un moment, il y a eu cette parenthèse. Oui, et alors ça c'est personnel parce que je les connais, donc tes parents ont toujours été présents pour elle aussi. Ça joue vachement là-dessus, elle a eu de la chance, enfin de la chance. Je pense que les mômes devraient avoir en général cette chance-là, c'est-à-dire que, hormis heure de la vie, mais sinon ils devraient pouvoir être encadrés par la famille, proche et aimante. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, toi, tu vas aller dans une période de ta vie, il me semble, à Chamonix. Et tu vas faire des trucs fantastiques à Chamonix, je me souviens parce que tout avoir vu. Et après, donc une fois Chamonix, après tu vas re-switcher à Lyon, mais ça tu vas nous raconter parce que moi j'ai pas tous les détails. Chamonix, c'est une époque où j'avais fait beaucoup de choses à Lyon et moi j'écoute un peu mon instinct et j'étais un peu, il fallait que je sorte de ma zone de confort, que j'ai des nouveaux défis. Parce que l'être humain est un être de défi. Et quand il a gravi sa petite montagne à Chamonix, qu'est-ce qu'il découvre? Qui est une montagne derrière. Oui. En fait, je voulais bouger. Donc, j'ai eu plusieurs choix qui se sont ouverts. Je commençais à bien tourner, je voyais beaucoup de monde et j'avais beaucoup d'opportunités. Et je vais là-bas. Et du coup, là-bas… j'avais un manager à l'époque qui avait un festival qui était grandissant, et qui est devenu assez incroyable dans la vallée. Ils organisaient des après-midi, ils mettaient les stages en haute montagne. Donc j'ai joué à l'Aiguille du Midi, j'ai joué dans plein de spots incroyables. Du coup, ça c'était vraiment une période de reconnexion à la nature. Moi, l'enfant de la campagne qui avait aussi beaucoup vécu à la ville et du coup qui se reconnectait assez fort à la nature, ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a ouvert d'autres choses sur ma connaissance de moi, etc. Et on parlait de Wim Hof tout à l'heure, on parlait de la manière de se connaître justement à travers parfois des expériences qui sont de développement personnel qui peuvent être intenses. Il faut que je ralentisse un peu ma diction parce que j'ai tendance à parler rapide, mais c'est ça. Et Wim Hof, c'est quoi alors exactement? Parce que pour tout le monde, tout le monde ne connaît pas, mais c'est un truc qui t'a beaucoup aidé, je pense. Ouais, alors j'arrive en montagne, du coup, effectivement, j'avais eu la musique comme chose qui permettait un peu de me découvrir intérieurement, vibrer, etc. La montagne a été un autre truc qui a permis de me confronter à moi-même, de repousser mes limites et comme je disais, je suis parti de Lyon pour sortir de ma zone de confort et là-bas j'ai été servi. Et dans mon aventure chamonniarde, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à découvrir Wim Hof, qui est un Hollandais qui est connu pour ses records d'exposition au froid. Il se baigne, il nage sous la glace, il se baigne dans des bains gelés des heures durant.
Donc, on a fait beaucoup d'études sur ce monsieur qui avait des capacités incroyables. Et il s'est avéré que par sa méthode, tout le monde a cette capacité-là. Et que ça a des bienfaits sur le corps qui sont incroyables. Et je m'y suis intéressé de plus près à tel point que je me suis mis à pratiquer. Ok. Donc, ces méthodes de respiration, ces méthodes d'exposition au froid et le troisième pilier Wim Hof, c'est le mindset. Du coup, je me suis mis à faire tout ça de manière très assidue pendant plus d'1 an, on va dire. Aujourd'hui, je suis un pratiquant Wim Hof quotidien. Mais voilà, ça a été une aventure incroyable pour découvrir des leviers sur mon corps, sur mes performances physiques, mentales. Et puis j'avais besoin aussi de reprendre le pouvoir sur certaines choses. Personnellement, j'avais aussi, comme je disais, besoin d'aller plus loin, de redécouvrir d'autres choses et je me suis plongé là-dedans. Retour à Lyon, si je ne me trompe pas. Mm. Et là, c'est reparti pour un autre, enfin parce que tu gardes toujours cette thématique, mais un autre truc qui est effectivement Val Thorens actuellement. Et justement maintenant la question que je vais te poser, c'est raconte-moi maintenant et raconte-moi tes projections, parce que je pense qu'il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, une fois que j'ai fait justement, là on parlait un peu, toute cette introspection, etc., ça a été l'ère du choix, donc c'est quoi la suite, etc. Et j'ai eu une forte envie de pouvoir tout assembler. Ma passion pour le développement personnel, ma passion pour la montagne, ma passion pour la musique, et d'en faire quelque chose de concret. Et voilà, ça se dessine pas tout de suite, donc il faut se confronter, explorer, faire des rencontres, etc. Et puis donc cette année, je rencontre Mike à Val Thorens, qui est mon associé sur ces nouveaux projets. Et on développe à Val Thorens un projet qui est basé c'est des événements en haute montagne, qui est basé sur l'expérience. Donc, qui est l'expérience de la montagne, l'expérience sonore par la musique et l'expérience humaine dont on a pas mal parlé. Et cet été, on a fait un pilote, un essai avec l'Office du tourisme de Val Thorens. Et on a emmené un groupe de 200 personnes en montagne. Donc le concept, c'était, on a lâché 200 invitations. Il y avait un point de ralliement dans Val Thorens. Les gens ne savaient pas où ils allaient. Ils savaient juste qu'ils allaient passer un bon moment. Et puis on part en randonnée, une bonne heure, et on les emmène sur un spot avec une installation sonore, avec des DJ. En sachant qu'on fait ça dans un respect très profond de la nature. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de déchets. Les gens viennent avec leur propre breuvage dans des gourdes. Là, on va avoir un partenaire groupe électrogène électrique. Ouais. Donc plus de pétrole, plus d'émissions de gaz, de pétrole, etc. Et vous aviez surtout cet emblème qui était la porte. Ouais. Ah, vas-y, raconte la porte parce que c'est un truc fascinant ça. Bah ça c'est Mike, il est en vacances et puis il est au bord de la mer et puis il voit un ponton avec une porte au bout et il me dit putain, dans ce qu'on fait, j'ai cette image, il m'envoie des photos et il me dit il y a ce truc. Lui c'est un bricoleur, mec, donc il aime bien bricoler des trucs. Et il me dit il y a un truc à faire. Et il commence à regarder, à chiner des portes et tout sur le bon coin et il trouve cette belle porte qui ramène à Valto en camion. Et puis avec sa femme, il la peigne, etc. Et donc on avait cette porte, on ne savait pas encore trop ce qu'on allait en faire, mais on avait le symbole. Et sur le spot, effectivement, il y avait dans le fond, une espèce de petite montagne, un petit monticule, et on l'a mis en haut, et c'est en face de la montagne. Et c'est un symbole qui est assez sympa, qui en tout cas qui porte notre message. Donc, voilà. Et là, tu fais l'opening, puisqu'aujourd'hui on doit être le 22 ou un truc comme ça, 23 novembre. Toi, tu fais l'opening de la station. Ouais. Alors l'opening est ce samedi, mais donc nous, on n'a pas parlé. Notre concept s'appelle Sick Peak. Donc la première Sick Peak sera le 5 décembre à Val Thorens. Ok, nickel. Et après, voilà, en haut de la cime 40, 3200 mètres. Pas mal. Pas mal froid. Pas mal froid, ouais. Mais ça va bien se passer. Donc toi, tu vas faire plusieurs sets sur toute la saison, il me semble bien. Ouais. Et après, tu comptes développer comment et qu'est-ce que tu vois pour toi dans ta vie? Tu me diras, c'est suffisamment fluctuant une vie, mais qu'est-ce que tu verrais pour toi dans les années à venir, si c'est possible de dire ça? De pouvoir toujours avoir cette flexibilité de vie que j'ai, la garder
et la cultiver. Je trouve ça, voilà, les années, les mois se suivent et se ressemblent pas. Et puis, on parlait de défi, donc ça me met dans un défi quotidien, mais en même temps, ça rend ma vie plus savoureuse parce que je colle au plus près de mes désirs au quotidien. Et les désirs, c'est fluctuant. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on veut demain. Non. Parce que voilà, il y a plein de choses qui changent, on est en perpétuelle évolution. Donc, avoir gardé cette philosophie de vie vivante, et ça, c'est un défi en soi aussi à l'intérieur. Et voilà, les deux choses qui sont primordiales dans ce que je veux faire pour le futur, c'est, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, garder ma passion pour la musique intacte, et puis vivre des moments particuliers avec ma fille. Des moments de qualité. Donc, toute ma vie est articulée, tous mes choix un peu autour de ça. Ce projet de montagne, j'aimerais vraiment continuer à le pousser au maximum, le faire ailleurs, pourquoi pas aussi l'été. Là, j'ai des amis en Corse, on pourrait peut-être le faire là-bas. Voilà, essayer de le faire migrer. Et puis, forte envie de refaire de la musique. Là, je me remets fortement en studio, je suis inspiré. Tu en as un très joli là qui est derrière. De toute façon, vous voyez là. Qu'est-ce que toi, alors en tant qu'artiste, ça sera ma dernière question de l'interview qui est, je voudrais de la vraie réponse, c'est un truc débile de dire vraie réponse. Sincère. Ouais, ça me va bien. Moi, je suis toujours sincère. Ok. J'essaye. On essaie tous, mais je pense que oui, on est plutôt pas mal. Donc tu veux que je pousse mon degré au maximum? C'est-à-dire que oui. J'ai deux trucs. Donc, tu es un artiste. La première question, c'est quels sont les avantages et inconvénients de cette vie, de ton choix, enfin de cette vie même globale. Et la deuxième qui en découle, c'est qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, enfin même ça peut être les vieux, mais aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans cette carrière, si on peut dire carrière. Tu vois l'idée? Ouais. Ce qui est kiffant, c'est que ça a du goût, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, tu vois, on cherche tous. Moi, j'ai eu la chance de assez vite me trouver sur ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, j'ai une vie qui s'approche le plus de la manière dont j'ai envie qu'elle vibre. Voilà, je suis au plus proche de mes désirs. Donc, ça, c'est vraiment voilà, et puis ce que ça m'apporte humainement, c'est un fil conducteur incroyable. En fait, à chaque fois que j'ai des doutes ou à chaque fois que j'ai des choix à faire ou que j'ai à avancer, je reviens à la musique, je reviens à l'essentiel, je reviens à la vibration que ça me procure et j'avance. Et ça a toujours été un fil conducteur. Dès que je suis parti, dès que je suis un peu paumé dans ma vie, on a tous ces moments de doute, et que je suis un peu dans le noir et que je cherche un peu la lumière, je me raccroche à ça et tout de suite, ça redéroule autre chose devant moi. Donc ça, c'est un peu le truc hyper kiffant de la vie d'artiste. L'autre côté. Et puis le côté plus compliqué, c'est je vais le dire comme ça, il faut porter ses couilles. Voilà, tu m'as demandé d'être sincère. Il y a un moment, il y a aussi les traversées du désert, on se sent seul parce qu'on est le seul à pouvoir comprendre ce qu'on fait. Oui. Il faut s'émanciper de beaucoup de choses. Il faut s'émanciper de beaucoup de regards, de la société, de la famille. Voilà, il faut porter ses convictions. Et voilà, des fois, c'est intense. Ouais. Mais après, une fois que ces périodes-là sont passées, c'est que du bonheur. Et donc, tu dirais quoi au petit jeune, n'importe quoi? Ne laisse personne te dire quoi faire, c'est toi qui sais au fond de toi, suis ton instinct. Ça me va bien comme mot conclusif. Allez, hop, câlin. Merci, Rémi. Merci. Merci à vous tous et c'est parti pour bientôt un prochain épisode. À faire un tour à ton studio? Allez, go.